Pourquoi tant de personnes se retrouvent-elles dans la pauvreté? La pauvreté n'est pas un phénomène simple ou accidentel, mais un état complexe qui résulte de l'imbrication de facteurs structurels, économiques, sociaux et individuels. Dans un monde où la richesse globale n'a jamais été aussi élevée, son augmentation et sa persistance interrogent nos modèles de société. Explorons les mécanismes multidimensionnels qui conduisent des millions de personnes à basculer et à rester dans la précarité. Les mutations structurelles de l'économie. La transformation profonde de nos économies depuis les années 1980 constitue le terreau principal de la précarisation de masse. La mondialisation, bien qu'ayant sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté dans les pays émergents, a créé des perdants dans les économies développées. La délocalisation d'industries manufacturières vers des pays à bas coût a détruit des emplois stables et bien rémunérés, sans que des alternatives équivalentes ne soient créées localement. Parallèlement, la révolution numérique et l'automatisation ont bouleversé le marché du travail. Les emplois routiniers, tant manuels qu'intellectuels, sont progressivement remplacés par des machines et des algorithmes. Ce phénomène, connu sous le nom de destruction créatrice, s'effectue à un rythme si rapide que les travailleurs déplacés n'ont pas le temps de se reconvertir. L'économie qui émerge privilégie les emplois très qualifiés dans le numérique, l'ingénierie, la finance et les emplois peu qualifiés et précaires dans les services à la personne, la logistique, la restauration. La classe moyenne, autrefois pilier de la stabilité sociale, se trouve ainsi érodée par ces deux forces contraires. Le développement de l'économie de plateforme, ubérisation, a formalisé cette précarité en la présentant sous les traits de l'auto-entrepreneuriat. Des millions de livreurs, chauffeurs, travailleurs du clic sont ainsi privés des protections sociales fondamentales, assurance chômage, retraite, congés payés, et soumis à la logique impitoyable des algorithmes qui déterminent leurs revenus sans considération humaine. Cette fragmentation du marché du travail a créé une classe précaire, dont les revenus sont irréguliers et insuffisants. L'effritement des systèmes de protection. Le deuxième pilier explicatif réside dans le recul des États-providence sous l'effet conjugué de l'idéologie néolibérale et des contraintes budgétaires. Depuis les années 1990, de nombreux pays ont adopté des politiques d'austérité qui ont réduit les dépenses sociales, conditionné les aides et rendu plus difficile l'accès aux filets de sécurité. Les systèmes de santé, d'éducation et de retraite, autrefois conçus comme des amortisseurs sociaux universels, se sont fragmentés et marchandisés. Cette érosion affecte particulièrement les plus vulnérables. Les minima sociaux, lorsqu'ils existent, sont souvent indexés sur des calculs politiques plutôt que sur le coût réel de la vie. En France, le RSA représente environ 40% du revenu médian, une somme largement insuffisante pour vivre dignement, surtout dans les zones urbaines où les loyers absorbent la majeure partie des ressources. La complexité administrative pour obtenir ces aides décourage souvent les bénéficiaires potentiels, créant un non-recours estimé à 30% dans certains pays. La protection contre le chômage a également été affaiblie. Les réformes successives ont restreint les conditions d'accès, réduit les durées et les montants des allocations, tout en alourdissant les obligations de recherche d'emploi. Cette approche punitive, fondée sur le présupposé que le chômage résulterait d'un manque de motivation individuelle, néglige les réalités structurelles du marché du travail et pousse les personnes vers n'importe quel emploi, souvent précaire et mal payé, sous peine de sanctions. L'explosion des coûts des besoins essentiels. Alors que les revenus stagnent ou baissent pour une large part de la population, le coût des besoins essentiels n'a cessé d'augmenter, créant une tenaille particulièrement destructrice. Le logement constitue la première source d'appauvrissement. Dans les grandes métropoles mondiales, la spéculation immobilière et la pénurie de logements sociaux ont fait exploser les prix. Les ménages modestes consacrent souvent plus de 50% de leurs revenus au logement.
les privant de capacité d'épargne et les rendant extrêmement vulnérables au moindre choc, perte d'emploi, maladie, séparation. L'énergie, l'alimentation et les transports représentent d'autres postes de dépenses contraintes qui pèsent disproportionnellement sur les budgets des plus pauvres. La précarité énergétique, qui touche des millions de ménages en Europe, les force à choisir entre se chauffer et se nourrir correctement. L'inflation des dernières années, particulièrement marquée sur les produits alimentaires de base, a encore aggravé cette situation. Ironiquement, les plus pauvres payent souvent plus cher pour des produits de moindre qualité, étant limités dans leur choix par leur budget et leur mobilité réduite. L'accès aux services essentiels comme la santé, l'éducation et les communications, devenus indispensables pour les démarches administratives et la recherche d'emploi, représente également un fardeau financier croissant. Le renoncement aux soins pour des raisons financières, l'endettement pour financer des études ou l'incapacité à maintenir une connexion Internet deviennent autant de facteurs d'exclusion et de reproduction de la pauvreté. Les facteurs de reproduction intergénérationnelle. La pauvreté n'est pas seulement une condition présente, mais souvent un héritage. Les enfants nés dans des familles pauvres cumulent les désavantages dès leur naissance. Leurs parents, souvent stressés par les difficultés matérielles et ayant un niveau d'éducation plus faible, peuvent moins les stimuler intellectuellement. Les études en neurosciences montrent que le stress toxique subi dans l'enfance affecte le développement cérébral, avec des conséquences durables sur les capacités d'apprentissage et de régulation émotionnelle. Le système éducatif, loin de corriger ces inégalités initiales, tend souvent à les reproduire, voire à les amplifier. Les enfants de milieux défavorisés fréquentent des écoles moins bien dotées, avec des enseignants souvent moins expérimentés, dans des environnements où se concentrent les difficultés sociales. Les mécanismes d'orientation scolaire orientent plus fréquemment ces enfants vers des filières courtes ou professionnelles, perçues comme moins prestigieuses, limitant leurs perspectives futures. L'enseignement supérieur, notamment dans les filières les plus sélectives, reste largement dominé par les enfants des classes favorisées. Cette reproduction sociale s'étend au capital culturel et relationnel. Les réseaux sociaux professionnels, essentiels pour accéder à l'emploi, sont largement déterminés par l'origine sociale. Les codes culturels et linguistiques requis dans les milieux professionnels qualifiés correspondent davantage à ceux des classes moyennes et supérieures, créant une barrière invisible mais efficace contre la mobilité sociale ascendante. Les accidents de la vie et la fragilité des situations. Pour de nombreux ménages, surtout dans les classes moyennes inférieures, la pauvreté n'est pas un état permanent, mais le résultat d'un basculement suite à un accident de la vie. Une maladie chronique, un handicap, un divorce, la perte d'un emploi stable peuvent suffire à faire tomber une famille dans la précarité, surtout si son épargne est limitée. La réduction de la taille des ménages, hausse des divorces, vieillissement de la population, fragilise également les solidarités familiales traditionnelles. Ces accidents révèlent la porosité entre différentes conditions sociales et la fragilité de situations économiques qui semblaient stables. Un travailleur indépendant dont l'activité ralentit, un employé en CDD qui ne trouve pas de renouvellement, un propriétaire endetté dont la valeur immobilière baisse. Autant de situations où la frontière entre sécurité et précarité est ténue. Dans des économies de plus en plus volatiles, ces basculements deviennent plus fréquents et plus difficiles à inverser. Les systèmes de protection sociale, conçus pour des trajectoires professionnelles linéaires, études, emploi stable, retraite, sont mal adaptés à ces parcours de plus en plus sinueux. Les périodes de chômage, de formation, de temps partiel subi, de maladie, s'enchaînent sans continuité des droits sociaux. Cette zonation des protections
laisse des failles béantes à travers lesquelles tombent des millions de personnes. Les inégalités systémiques et les discriminations. La pauvreté ne frappe pas au hasard. Elle affecte disproportionnellement certains groupes, révélant des inégalités structurelles profondes. Les femmes sont plus exposées à la pauvreté, notamment en raison de leur carrière plus fréquemment interrompue, maternité, charge des enfants et des personnes âgées, de leur surreprésentation dans les emplois précaires et à temps partiel, et des écarts de salaire persistants avec les hommes. Le plafond de verre limite leur accès aux positions les mieux rémunérées. Les minorités ethniques et raciales subissent des discriminations à l'embauche et dans le déroulement de carrière, comme l'ont démontré de nombreux testings. Ces discriminations, couplées à une ségrégation résidentielle qui les concentre dans des quartiers défavorisés avec moins de services et d'opportunités, créent des obstacles systémiques à leur insertion économique. Les migrants, particulièrement ceux en situation irrégulière, constituent la couche la plus vulnérable, exclus de la plupart des droits sociaux et condamnés aux travaux les plus précaires et mal payés. Les personnes handicapées rencontrent également des barrières considérables à l'emploi et à une participation sociale pleine, malgré des législations sur l'accessibilité et l'obligation d'emploi. Leur taux de pauvreté est généralement 2 fois plus élevé que celui de la population générale. Les dynamiques territoriales et la fracture spatiale. La pauvreté se concentre géographiquement, créant des territoires d'exclusion où les difficultés s'accumulent et se renforcent mutuellement. Dans les centres-villes des métropoles, la gentrification chasse les populations modestes vers les périphéries, où les loyers sont moins élevés, mais les services publics moins présents et les opportunités d'emploi plus rares. Dans les zones rurales éloignées, la désertification des services publics, fermeture de lignes de transport, d'écoles, de bureaux de poste, d'hôpitaux, isole les populations et accroît leur vulnérabilité. Ces territoires défavorisés subissent un cercle vicieux. La pauvreté réduit la base fiscale locale, limitant les capacités d'investissement dans les services et infrastructures, ce qui décourage l'implantation d'entreprises et aggrave le chômage, ce qui augmente encore la pauvreté. La stigmatisation de ces territoires, ghettos, zones perdues, renforce leur isolement et la discrimination subie par leurs habitants sur le marché du travail, l'environnement mondial et les crises conjointes. Enfin, le contexte international contribue à expliquer la persistance et l'aggravation de la pauvreté. Les crises financières à répétition, 2008-2020, ont lourdement frappé les économies et conduit à des politiques d'austérité qui ont particulièrement affecté les plus vulnérables. La crise climatique, dont les effets sécheresse, inondations, catastrophes naturelles, frappe d'abord les populations pauvres, tant dans les pays du Sud que dans les régions défavorisées des pays riches, constitue un multiplicateur de pauvreté. Les conflits armés, qui ont atteint un niveau historique, déplacent des populations entières et détruisent les infrastructures économiques et sociales. Les pandémies, comme celle du Covid-19, ont révélé et amplifié les inégalités, les travailleurs précaires étant à la fois plus exposés au virus, emploi en contact avec le public, impossibilité de télétravailler et plus affectés économiquement par les confinements. Conclusion. Une construction humaine et politique. La pauvreté de masse n'est donc ni un accident ni une fatalité, mais le résultat de choix politiques, économiques et sociaux. Elle provient de l'interaction entre des transformations économiques globales qui précarisent l'emploi, des politiques qui affaiblissent les protections collectives, des dynamiques sociales qui reproduisent les inégalités et des crises conjoncturelles qui frappent les plus vulnérables. Comprendre cette complexité est essentiel pour dépasser les explications simplistes qui attribuent la pauvreté à des défaillances individuelles. Les solutions existent, mais elles nécessitent de remettre en cause certaines logiques dominantes,
repenser la fiscalité pour réduire les inégalités, investir massivement dans les services publics et la protection sociale, réguler le marché du travail pour limiter la précarité, lutter contre les discriminations systémiques et développer des politiques de développement territorial équitables. La pauvreté n'est pas une condition naturelle de l'humanité, mais une construction sociale. Ce qui a été construit peut être déconstruit à condition d'en avoir la volonté politique collective. Dans un monde d'abondance, la persistance de la pauvreté de masse constitue moins un échec économique qu'un échec moral et démocratique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ces explications vous ont éclairé ou inspiré, prenez un instant pour vous abonner. Chaque nouvelle vidéo vous apportera des idées, des outils et une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Ensemble, nous pouvons avancer, apprendre et transformer notre réalité. Alors restez avec nous, abonnez-vous et continuons ce chemin de connaissance et de progrès.